Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à public nombreux ce soir. Et bonsoir à ceux qui nous suivent depuis nos réseaux. Pour cette nouvelle séance, cette dernière séance du conseil municipal de Noisy-le-Roi, qui aura pour plat principal le débat d'orientation budgétaire. Vous savez que Normalement, dans une année normale sans élection, il y a un débat d'orientation budgétaire en février et un vote en avril. Ici, compte tenu des élections, mais on en parlera tout à l'heure, on fait le débat d'orientation budgétaire en décembre et le vote interviendra en février. Donc, et puis, il y aura 2 délibérations qui concerneront aussi l'accueil d'une nouvelle conseillère municipale que je salue et à qui je souhaite la bienvenue, Morgane Lamblin. Mais on aura l'occasion tout à l'heure d'en reparler et je vous laisserai la parole pour vous présenter. Bien, nous allons désigner des secrétaires de séance. Marie-France, Delphine, merci. Les pouvoirs. J'ai reçu les pouvoirs de Marie-Hélène Huchette pour Christophe Molinski, Pauline Laclé pour Dominique Servet, Jean-Michel Ragnès pour moi-même et Jean-François Vaqueri pour Patrick Coberlet. Concernant les décisions qui ont été jointes à les décisions prises depuis la dernière séance du Conseil, est-ce qu'il y a des questions sur ces décisions ? La société Azimut, on vient de signer un nouveau contrat. Oui. Quel était le montant du contrat précédent ? Alors là, et il y a un corollaire à cette deuxième question. Est-ce que vous avez réussi à obtenir une baisse du montant de la facture, vu que la maintenance sur l'une des sondes n'a pas été effectuée pendant toute l'année ? Alors là, je ne saurais pas répondre. Je vais demander à Marc. Du prix, c'est en cours de discussion actuellement, parce que justement, il faut leur démontrer qu'ils n'ont pas fait la maintenance de cette sonde. C'est en cours. La sonde va être déplacée, comme vous le savez, de façon à vérifier que celle-ci ne subisse pas des parasites du fait du transformateur qui est à proximité. Donc voilà. Concernant donc, le prix à revoir, nous sommes en discussion avec eux. Maintenant, quant à la limite du contrat, c'est le contrôle des sondes, comme vous l'avez dit, en maintenance, et puis les relevés épisodiques des mesures de bruit, donc que l'on enregistre, qui sont enregistrées. Voilà, nous poursuivons l'engagement que j'avais pris pour effectivement pouvoir mettre à disposition des associations et puis des riverains les mesures nécessaires pour la mesure du bruit. Oui. Est-ce que, compte tenu du nombre de personnes qui sont derrière nous, tu pourrais refaire un petit compte-rendu concernant le bilan du T13, éventuellement le bruit aérien aussi, afin que les gens puissent être renseignés sur où est-ce qu'on en est et ce qui va être fait. Alors sur ce qui concerne le T13, je laisserai la parole à Jérôme, puisque c'est lui qui suit les différentes réunions. Jérôme ? Bon, merci Marc, merci Magali, bonjour à toutes et à tous. Je suis pris un peu de court, sachant que tu as reçu le compte-rendu de la réunion jeudi dernier. Je peux le relire si besoin, mais on n'est pas plus avancé depuis jeudi dernier, date du compte-rendu. D'accord. Et qu'est-ce qu'il disait, ce compte-rendu, en grosso modo, les grandes lignes ? Les grandes lignes, le point le plus important, c'est qu'on va changer d'opérateur pour la gestion du T13. Et donc là, on pourrait dire qu'on les attend un petit peu au tournant. Voilà, on essaie d'avoir des avancées avec ce nouvel opérateur.
sur cette nouvel opérateur, et aussi du fait qu'il va y avoir la mise en place de tout le pilotage de la deuxième phase. Et il y a un point aussi qui concerne plutôt Bailly sur le passage à niveau. Ok, merci. Concernant le bruit aérien, donc là tu en sais autant que moi, puisque l'association que tu présides participe à la CCE. La question qui était en suspens, c'était celle de la possibilité d'apposition de ronds bleus sur certains secteurs. Donc cette question sera donc, elle a été évoquée lors de la dernière CCE. Et donc le préfet, enfin le secrétaire général qui préside la commission préfectorale, a souhaité que je puisse évoquer cette question lors d'une prochaine réunion du comité de suivi de la charte de Saint-Cyr. Et donc elle sera évoquée. En attendant, j'aurai en début de mois prochain une réunion avec le secrétaire général et la DGAC pour évoquer cette question en préparation de cette future réunion qui aura lieu fin janvier, début février. Ok, et donc au niveau du T13, avec la RATP, il y a un plan de travail avec ce nouvel opérateur pour éventuellement remettre sur le devant de la Seine une réduction de la vitesse pour Noisy sur certains tronçons. Tu as prévu quelque chose, Jérôme ? Alors je vais répondre à ta place. Ils ont été très clairs concernant cette situation et ces difficultés vis-à-vis de la, comment dire, ces questions de réduction de vitesse ou toutes les questions qui sont posées autour du T13. Le nouvel exploitant a dit que ça n'était pas de sa responsabilité et que c'était de la responsabilité d'IDFM. Donc lui se calera sur les mêmes conditions qui ont été validées lors de la souscription du contrat. Donc, ça n'est pas de l'ordre du nouvel exploitant. Et donc avec IDFM, est-ce qu'on reprend les discussions compte tenu de ce qui a été réussi, enfin de ce qui a été obtenu à Bailly sur des modifications de vitesse à Bailly? Est-ce qu'on peut reprendre les discussions avec Noisy pour un équilibrage différent sur l'ensemble des deux tronçons ou pas? Cette question a été évoquée aussi lors de la réunion, donc ils nous ont exposé, mais Jérôme, tu le dirais mieux que moi, que les conditions ne sont pas du tout les mêmes entre l'arrivée à Bailly et l'arrivée sur la gare de Noisy. Les questions sont beaucoup plus complexes, mais cela dit, rien n'empêche effectivement que les discussions avancent sur cette question, même si je dois bien avouer qu'elles avancent très lentement. Ah ben ça c'est sûr, ça fait 4 ans qu'on les réclame et que globalement on a un certain nombre de chronométrages, on sait où ça accélère, on sait où ça freine, on sait combien de temps ça freine avant la gare de Bailly, donc on est quand même assez bien placé pour savoir comment on pourrait rééquilibrer les choses. On est d'autant mieux placé qu'on continue, en tout cas la mairie de Noisy-le-Roi continue son engagement d'avoir toutes ces mesures qui permettent aussi des mesures non seulement de bruit mais de vitesse. Donc le conseil municipal et votre serviteur contribuent aussi à ce qu'il y ait une bonne information autour de ces sujets. D'accord, mais au niveau de l'action de la mairie de Noisy exactement, en fait concrètement, qu'est-ce qui a été fait? Rien n'a été fait de supplémentaire par rapport à cette question. Ces questions sont débattues régulièrement par Jérôme Duvernois autour des réunions qui sont organisées autour de l'association Riverail. Voilà. Donc, oui, mais enfin, c'est avec tout IDFM qu'on peut tout aussi ça, avancer. Tout ça, ce sont des questions qui sont régulièrement évoquées lors des réunions auxquelles je ne participe pas, puisque c'est Jérôme qui me remplace. Mais voilà le point qu'on pouvait faire à ce stade. Et globalement, sur les demandes auprès de Fontenay-sous-Bois pour avoir des renseignements au niveau du mur anti-bruit, est-ce que ça a avancé ?
Il y a eu une relance, Ça, il y a je sais eu un pas, courrier, je l'ignore. c'est perdu. Non, c'est pas perdu, mais les conditions à Fontenay-sous-Bois ne sont pas du tout les mêmes au niveau bruit qu'à Noisy-le-Roi. Donc on peut bien voir ce qu'ils ont fait comme mesure, mais on n'aura pas les financements qui vont derrière. Donc, Ok, Donc ça sert à rien de demander les caractéristiques du mur et éventuellement essayer d'avoir quelque chose. Bon, donc en fait, on fait rien, quoi. Ok. merci Magali. Concernant donc les décisions, donc D'autres on choses. continue. Oui, sur l'attribution du marché public, il y a une petite coquille sur le premier considérant. On se retrouve le 28 mai, 20 250. C'est quelle décision? C'est la décision attribution marché public, mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Il y a juste un zéro en trop. Voilà, Alors, c'est juste pour que ça soit correct. tu peux me donner le numéro De la page de la décision? La décision 2025 10-079. Et donc tu as donc une Considérant la consultation en procédure formalisée publiée le 28 mai 20 250. Ah oui, de 20 250, ça nous mène très loin, ça. Ouais, Ok. voilà, et Merci. j'ai une question dessus. Que contient ce contrat? Parce que c'est un contrat de 400 000 euros. Bah, je vais demander à Guy de nous préciser un petit peu les choses. Alors on va peut-être expliquer l'objet de ce contrat, le contexte de ce contrat pour que ceux qui nous écoutent sur Facebook puissent comprendre de quoi on parle. Il s'agit, je vous rappelle, de créer un nouveau quartier à Noisy-le-Roi, qui est une ambition grande, puisqu'il y a 6 promoteurs, il y a les pouvoirs publics, il y a toute une série d'acteurs, comme Enedis, comme les fibres, etc. Donc il y a beaucoup de choses à prendre en compte pour créer ce nouveau quartier. Et l'objet est donc d'utiliser des compétences qui n'existent évidemment pas à la mairie, puisque c'est une charge qui est considérable et que la mairie a décidé de prendre à son compte, bien entendu, parce qu'on veut être maître de notre destin, maître de ce quartier. Et donc, on utilise des compétences de la société Arcadis pour pendant 5 ans. Le contrat est sur 5 ans. Hein, ça fait à peu près 80 000 euros par an. Quand vous regardez, c'est l'équivalent d'un demi-ingénieur par an, quoi. Enfin, donc, c'est quelque chose qu'on a négocié durement et âprement. Et donc voilà l'objectif. Donc c'est vraiment une assistante maître d'ouvrage sur les sujets d'ordonnancement, sur le sujet de coordination, de pilotage, et puis l'aspect interchantier. Vous imaginez 6 promoteurs, 6 chantiers différents. Tout ça se fait pas simplement dans le cadre de la construction de ce quartier. Voilà ce qu'on peut dire sur l'objet de cette assistance à maître d'ouvrage. Merci Guy. Alors, une autre question, je me souviens plus, mais on va me rappeler. Pourquoi le Bridge paye une location de 7 000 euros alors que toutes les autres associations ne payent rien et ont des locaux Pourquoi le bridge? Oui, Dominique. Pas. On y va. Oui, ils payent une location car ils occupent la salle du haut, comme tu as pu déjà le voir là aux anciennes écuries, et ils l'occupent tous les jours. Donc c'est une grande salle qui est occupée à plein temps, donc on ne pouvait pas leur laisser gracieusement. Par contre, on leur a quand même fait une remise, ils payent moins cher qu'avant. On a fait une petite réduction parce que en effet les autres ne payent pas, c'est vrai, mais ils n'ont pas les mêmes conditions. Concernant une solution d'impression, bien que le contrat en cours se termine en février 2026, pourquoi le renouveler pour 4 ans avec une durée ferme? C'est-à-dire que ce qu'on va signer, en fin de compte, va perdurer jusqu'à la mi-mandat de la prochaine législature. Alors là, je ne saurais pas répondre. Pourquoi on n'a pas prolongé juste d'une année? On va demander à Maud, peut-être là, si vous avez une réponse par rapport à ça.
Oui, ok. Sur ce marché-là, en fait, on est passé par la centrale d'achat de la région Île-de-France et on s'est calé sur leurs conditions de marché public. Et c'est des prix fermes pour 4 ans. C'est ce qu'ils ont négocié. Et pour le coup, on est reparti, donc oui, sur 4 ans fermes. Pu repartir sur un an. Pas à leurs conditions. C'est-à-dire que là, dans le cadre de ce marché-là, qui est le meilleur des prix par rapport à la centrale d'achat qu'on avait avant, qui était l'UGAP, où là, c'était, oui, on pouvait faire un an renouvelable. À la région, c'est pas possible, c'est pas prévu dans leurs conditions à eux. Très bien. Mais si on compare les deux contrats, l'ancien et le nouveau, on est gagnant. Ok, merci. Merci. Et la dernière question concerne le manager de ville. Et, il me semble qu'on a signé une convention de ce genre dans les années précédentes. Oui. Et quels ont été les résultats de cette convention précédente? Cyril? Ça marche? Oui. Manager de ville, oui, on a signé une convention de manager de ville il y a à peu près, je ne me rappelle plus, 3 ou 4 ans, qui avait pour objectif d'animer les commerces de la ville. Donc il y a eu un certain nombre d'opérations qui ont été menées les dernières années, qui étaient notamment l'appui aux commerçants sur leur communication numérique. Donc il faut savoir que en fait, beaucoup de commerces maintenant doivent se communiquer via Google, en tout cas se rendre populaires via Google, entre autres, mais enfin autres outils numériques et réseaux sociaux. D'autre part, il y a eu aussi un certain nombre d'animations commerciales qui ont été menées, comme par exemple des concours de décoration de Noël, aussi des activités autour d'Octobre Rose et autres manifestations. Bref, il y a eu en fait un certain nombre enfin, c'est encore le cas, mais un certain nombre de soutien au commerce qui est fort apprécié et qui permet en fait d'avoir un taux de vacances commerciales quasiment nul ici. Merci. J'ajouterai que la satisfaction, vous pouvez la demander à la plupart des commerçants, puisque on a une personne, alors je ne citerai pas son nom, mais donc c'est une convention qui est faite avec la Chambre de commerce. Un certain nombre de villes, d'ailleurs, se dotent de plus en plus de managers de ville. Nous, on n'a pas la possibilité en interne d'y consacrer un temps plein, mais on a donc ce manager de ville qui vient, je crois, une journée par semaine, me semble-t-il, Ouais, et qui est efficace dans ses actions. Et vous pouvez interroger un certain nombre de commerçants, ont été tout à fait bien aidés. Et ils ont aussi elle a également beaucoup œuvré lors de l'installation de commerce. Je sais que le poissonnier a obtenu des subventions grâce au travail d'accompagnement et de préparation lors de l'installation. Enfin, pardon. oui, le traiteur aussi. Et le traiteur également. Voilà, donc c'est vraiment quelqu'un qui mène une action efficace auprès de nos commerçants. Et donc on a souhaité reconduire cette action parce qu'il est important qu'on soit aux côtés de nos commerçants. Je sais qu'il ne reste plus beaucoup de mois avant la prochaine mandature, mais qui constitue le comité de pilotage? Il y a qui dedans? Alors là, je ne saurais pas dire. Il y a marqué qu'il y a un comité de pilotage qui surveillera les actions. Il y a un comité de pilotage? Et moi. Voilà. Oui. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, pardon, Magali. Moi, je voudrais apporter une précision sur la dernière décision concernant la révision du PLU et le problème sur la carte de bruit. Je voudrais quand même préciser à tout le conseil municipal que tu as été prévenu depuis 2021 sur le sujet. Le préfet s'est positionné en août 2021 pour expliquer que c'était de ta responsabilité de sortir une carte conforme. Et donc au terme du vote du PLU,
on se retrouve avec une carte sonore de la ville fausse sur les arrêtés préfectoraux et au niveau du T13, un parcours imaginaire, puisque non conforme aux arrêtés préfectoraux. Non conforme aux arrêtés préfectoraux. À quel arrêté préfectoral? Logiquement, il y a une classification sonore de la ligne. Non, la GCO n'existe plus. Il n'y a pas de logiquement. Et le T13 n'est pas classifié. Donc tu as fait une carte avec une ligne T13 qui n'existe pas. On a approuvé un PLU qui a été approuvé par le contrôle de légalité de l'État. Et donc, s'il y avait eu un problème, il n'aurait pas manqué de nous indiquer s'il y avait un souci sur la documentation de ce PLU. Donc, je ne vois pas du tout à quoi tu fais référence. Le courrier du préfet d'août 2021 t'informant que c'était de ta responsabilité de sortir une carte juste. Donc, je voulais simplement que l'ensemble du conseil municipal le sache. Très bien. Bien, si nous n'avons pas d'autres questions sur les décisions, je vous propose donc de passer à l'approbation du procès-verbal de la précédente séance. Est-ce qu'il y a des prises de parole, des demandes de modification, de suppression? Il n'y en a pas. Je vous soumets donc l'approbation du procès-verbal de la séance précédente. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Information générale, on en a un petit peu parlé. Simplement remercier, comme on le fait à chaque fois, pour les manifestations qui ont été réussies, celle de la dernière soirée de Noël, qui a plu aux Noiséens, à leurs familles, à leurs enfants. Donc, merci Dominique, et merci Maud et au service d'avoir organisé ce temps festif à l'approche de Noël, qui aurait pu tourner à la Bérésina, mais ça n'a pas été le cas, puisque la pluie est venue interrompre, on va dire, mais après les festivités qu'on avait prévues. Donc, merci encore. Et puis, avec également une manifestation ce week-end du Noisy BD, notre deuxième édition. Voilà. Ok, sans plus attendre, je vous propose donc de passer dans le vif du sujet de notre conseil municipal de ce soir. Alors là, il n'y a pas de vote, on prend acte, mais Madame Morgane Lamblin est bien arrivée, elle est là, donc on prend acte de sa présence, mais non seulement on prend acte, mais on lui souhaite la bienvenue autour de cette table et dans les différents travaux des commissions. Je vais vous laisser vous présenter, Morgane. Noiséenne depuis presque 15 ans. J'ai 2 enfants scolarisés sur Tess à Jules Verne à Noisy et Arthur à Corneille. Je suis professeure des écoles, directrice d'une petite école maternelle à Marly-le-Roi. Voilà, et je suis ravie de vous rejoindre et je vous remercie pour votre accueil. Merci, de nouveau, bienvenue. Et donc, ce qui nous amène directement à la deuxième délibération. Là, il y aura un vote. Alors, je demanderai, mais je pense qu'il n'y aura pas de difficulté, puisque vous allez remplacer André poste pour poste. Donc, je voudrais demander à l'ensemble du Conseil s'il accepte que le vote soit à main levée. Je pense qu'il n'y aura pas de difficulté. Enfin, si toutefois vous vous y opposiez, on en tiendrait compte. Ce qui vous est proposé, donc, c'est que Morgane Lamblin, suite à la démission d'André Blus, puisse intégrer les commissions, si elle le souhaite, mais je crois que c'est le cas, action sociale, enfance, petite enfance, culture, animation et sport, jeunesse, jumelage. Voilà, je ne vais pas commenter davantage, mais sans plus attendre et en confirmant la volonté de Morgane Lamblin d'intégrer ces commissions, je mets aux voix. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup et de nouveau, bienvenue. Nous allons donc maintenant passer aux délibérations financières avec la première de ces délibérations qui concerne une demande de fonds de concours.
Oui, une première délibération qui est finalement une bonne délibération, puisqu'on demande un fonds de concours à Versailles Grand Parc concernant le projet Circulation douce. Pour ce projet, il est assez ancien, il a commencé au début de 2019-2020. Et c'était un projet dont le coût total était estimé à 2 042 000 €. Et ce projet a bénéficié de subventions provenant du département et de l'État à hauteur totale de 860 000 €. Et là, il y a un fonds de concours au niveau de VGP qui est ouvert, qui nous permet de bénéficier du financement de 50% du restant à charge, c'est-à-dire que comme on a bénéficié de 860 000 €, il nous reste pour l'instant à charge 1 181 850 €. Et donc, on demande 50% de cette somme à VGP. Donc, voilà. On demande et bon, on peut remercier la direction générale des services qui a bien veillé parce que qu'on soit bien dans les délais pour demander cette subvention. Et on arrive sur un projet qui, au final, est financé à 71% par des subventions. Merci beaucoup. Sur un projet d'ailleurs sur lequel nous avions dès le début été lauréats avec les services de l'État et qui avait donné lieu à la visite du préfet de région dans nos locaux pour l'inauguration de ce projet. Et donc, est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Est-ce que la réalisation des aménagements cyclables est liée à l'obtention du fonds de concours de VGP ? C'est-à-dire ? Est-ce que justement, comme ils ont déjà eu lieu ces travaux. Hein. C'est pour les travaux qui oui, passés. Ils ont déjà eu lieu. Il y a une dernière phase. Il reste que la séquence 6 à finir. Voilà. D'accord. Mais c'est pas lié en fait. Et le reste à charge, on le finance comment ? Il est déjà inscrit au budget ? De toute façon, pour la circulation douce, tout a été inscrit et consommé. Il y aura un reste pour l'année prochaine. Il y a un petit reste aussi. Okay, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Pas d'autres questions. Donc, pour décider donc d'accepter cette subvention, qui est contre, qui s'abstient ? Merci. Décision modificative numéro 3, Géraldine. Alors donc là, on est toujours sur le budget 2025 et ce sont les derniers ajustements. Donc c'est vraiment prendre en compte les décisions qui ont été prises. Donc la première décision, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le projet Montgolfier. Donc ça fait 479 000 € qui sont inscrits en investissement. Il y a d'autres études liées au projet Montgolfier pour 43 700 €. Donc ça, c'est ce qui est inscrit en dépenses, 522 000 €. Et on vient de parler de notre subvention, comme on la demande à VGP, et que VGP a également voté l'accord pour nous la louer. Donc on a la notification, c'est sûr. Donc on l'inscrit en recette dans la partie investissement. Donc voilà, il est proposé d'ajuster le budget que pour la partie investissement, avec des dépenses à hauteur de 522 000 € et des recettes à hauteur de 590 000 €. Sachant qu'on avait déjà voté un budget, notre budget principal dès le début était en suréquilibre en investissement, et là on confirme le suréquilibre. Merci beaucoup Géraldine. Des questions ? Pas de questions. Donc pour cette déclaration modificative, qui est contre ? 3, 4 contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Nous allons donc, comme chaque année, également passer une délibération pour nous permettre d'engager dès 2026 des dépenses avant le vote du budget. Et je laisse Géraldine à nouveau présenter cette délibération. Oui, alors là, c'est une délibération très classique, puisque notre budget sera voté en février, donc c'est après le 1er janvier. On prend une délibération pour nous permettre d'assurer les dépenses, notamment en investissement, sachant que pour la partie fonctionnement, c'est automatique, on reconduit, on peut dépenser à hauteur des crédits de l'année précédente pendant la période intercalaire. Donc là, c'est une décision concernant l'investissement. On peut prendre une décision nous autorisant à engager des dépenses à hauteur de 25%
du montant des investissements budgétés l'année précédente, ce qui ferait 1,5 million presque, 1,4 million. Et là, nous, on propose d'affecter de façon plus précise à certaines opérations et d'autoriser 615 000 euros en investissement. Donc, ces 615 000 euros pourront permettre de couvrir des dépenses entre la période du 1er janvier à la date du vote du budget, c'est-à-dire début février. Merci. Donc ça, c'est une délibération classique que l'on voit tous les ans dans toutes les assemblées et collectivités pour permettre de fonctionner en attendant le vote du budget. Est-ce qu'il y a des commentaires? Pas de commentaires. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, nous entrons maintenant dans le vif du sujet concernant le rapport sur les orientations budgétaires et je laisse donc la parole à Géraldine. Alors, le rapport d'orientation budgétaire, c'est un débat et un document qui est obligatoire dans les communes, qui fait le point à la fois sur des aspects rétrospectifs et prospectifs. Sur le prospectif, on ne peut pas dire qu'on est dans une situation très évidente à anticiper, compte tenu du contexte économique national et international quand même, où il y a pas mal d'incertitudes. Plus quand on arrive au niveau de la France, c'est encore plus compliqué parce que je vais pas vous... On a fait ce rapport en prenant le projet initial de loi de finances. Là aujourd'hui, on ne sait pas trop où sera le point d'arrivée, puisque dans le projet initial, il y avait quand même un effort supplémentaire demandé aux collectivités à hauteur de 5,3 milliards et c'était 2 milliards pour les communes. Il y avait également une poursuite de la réduction de la dotation globale de fonctionnement. Bon, celle-là, c'est depuis des années 2010, on réduit la dotation globale de fonctionnement. Et il y avait également un dispositif, une nouvelle couche d'illico, ce qu'on avait vu l'année dernière, un dispositif de lissage conjoncturel. Et donc l'année dernière, il y avait eu une contribution pour la commune. Et cette année, normalement, on aurait dû récupérer 30% de ce qu'on avait, 10% de ce qu'on avait versé l'année dernière. Bon, là, c'était pas mentionné dans le projet de loi de finances. Et au contraire, on demandait une contribution supplémentaire pour la commune à hauteur de le calcul. Alors, le calcul, il est estimatif, puisqu'on n'a pas été à hauteur de 250 000 euros. Par ailleurs, bien entendu, il y avait une baisse sur les crédits du fonds vert et des modifications assez perturbantes pour les plans de financement, c'est-à-dire des reports de remboursement de crédit TVA, du FCTVA. Plus, en revanche, sont confirmés, ça avait été voté l'année dernière, la confirmation de l'augmentation de 3% par an des cotisations pour la CNAL, des cotisations retraite pour le personnel titulaire des collectivités territoriales. Donc voilà, là on ne sait pas trop. Au Sénat, on a supprimé les prélèvements sur les communes, mais bon, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Globalement, on peut penser qu'il y aura une petite contribution qui sera demandée. En termes, dans la loi de finances, revalorisation des bases, on était à un taux de 1,7%. Dans ce contexte, nous, on a essayé de faire un pré-budget, de travailler dans l'objectif de garantir la continuité des services publics pour la commune. Et également, avec une volonté de réduire les dépenses de fonctionnement, on avait demandé dans la lettre de cadrage une cible de réduction à hauteur de 2%. Et avec l'objectif final qui est quand même de maintenir notre capacité d'autofinancement à hauteur, on s'était fixé comme objectif de 1 million d'euros. Par ailleurs, il n'y a pas non plus de prévision d'augmentation des impôts, donc on reste aussi sur une stabilité de la fiscalité locale. On arriverait, en prenant en compte ces nouvelles charges contraintes, ces réductions, à une épargne brute à hauteur de 945 000 euros. Notre cible, c'est 1 million. Et en fait, s'il n'y avait pas le DILICO, on dépasserait s'il n'y avait pas le prélèvement, on dépasserait les 1 million d'euros. Après, si on rentre dans le détail
Donc on arrive à maintenir notre niveau d'épargne. On baisse, elle se réduit un petit peu, mais on arrive quand même à financer au moins nos amortissements et nos charges d'intérêt. Sur donc, le budget communal en matière de recettes, donc on serait sur une prévision à hauteur de 11 millions 9 d'euros. La répartition de nos recettes augmenterait de 3%. Elles sont essentiellement tirées par la revalorisation des bases foncières. C'est la taxe, la revalorisation mécanique des bases, sachant que pour la partie droit de mutation, on reste sur un prévisionnel de 400 000 euros. Aujourd'hui, on a 550 000 euros, puisqu'aujourd'hui, on a un réalisé de 584 000 euros. Pardon. Sur la dotation globale de fonctionnement, là, on est clairement, on va se retrouver avec une dotation de 53 000 euros. En revanche, par des biais de péréquation, notre dotation solidarité rurale augmenterait pour se trouver à 260 000 euros. Pour nos autres recettes de fonctionnement, on est sur une autre recette qui va augmenter, mais ça on le verra après aussi par une autre délibération. C'est notre attribution de compensation qui nous est versée par VGP. Donc l'attribution de compensation, c'est le montant que VGP, qui a été calculé au moment de notre entrée dans VGP, qui résultait des transferts de fiscalité qu'on avait apportés à VGP. Elle est de 418 000 euros par an, un montant fixe depuis 2011. Et cette année, VGP a décidé, ça a été voté récemment, pris la décision d'augmenter cette attribution de compensation de façon exceptionnelle, donc ce ne sera que pour une année, à hauteur de 109 000 euros. Donc l'année prochaine, on aura 109 000 euros de plus en attribution de compensation, donc 527 000 euros. Cette augmentation, elle provient, c'est le reversement de la croissance économique par VGP. De façon classique, ce reversement est affecté une partie en compensation de notre fonds de péréquation, du SPIC, et une autre partie en fonds de concours. Normalement, donc, on aurait dû avoir ces 109 000 euros en fonds de concours, mais il y a eu un choix, une décision des maires de VGP, d'allouer ce montant-là en fonctionnement, parce que toutes les communes ont des tensions sur leur budget de fonctionnement. Et les fonds de concours, les autres années, on avait bénéficié de fonds de concours qui nous ont permis de financer, de demander des subventions pour la salle Jacques Moreau, pour le pôle médical, pour le mur d'escalade. On a toujours demandé à bénéficier de ce fonds de concours. Voilà pour les recettes. Sur les dépenses, alors comme je l'avais rappelé, on avait demandé dans la lettre de cadrage de cibler une baisse des dépenses à hauteur de 2%, sous réserve bien entendu des contrats, des augmentations de contrats sur lesquels on était engagé et on ne pouvait rien faire. Globalement, les services ont bien travaillé, ont accepté cette mesure qui implicitement conduisait à ne pas créer de nouveaux projets. Voilà. L'ont bien accepté. Il y a une dépense quand même supplémentaire qui sera inscrite à hauteur de 108 000 euros, ça concerne la navette. Donc les 108 000 euros couvrent 6 mois, je crois, d'exploitation de la navette. On s'inscrit sous réserve, bien entendu, qu'il y ait une procédure marché public pour mettre en place cette navette. La réduction des dépenses, alors c'est assez variable selon les services, mais globalement, tout le monde a bien travaillé, tout en souhaitant maintenir les services complets. Sur les ressources humaines, là, on peut pas parvenir à cette réduction, d'autant plus, comme je l'ai dit auparavant, il y a des dépenses contraintes, notamment les 3% de dépenses, de cotisation retraite, plus tous les effets glissement vieillesse technicité. Donc là, on n'a pas de réduction.
Et pour venir à nos autres dépenses contraintes, donc on a bien entendu prévu une pénalité SRU de 290 000 euros au titre, comme l'année dernière, en tenant compte du carencement. Pour le SPIC, on a prévu 200 000 euros. Et pour le DILICO, on serait à 229 000 euros. Pour la partie investissement, donc compte tenu du contexte d'élection municipale, il n'y aura pas de nouveaux investissements inscrits. On va se concentrer sur l'entretien du patrimoine courant, donc avec notre enveloppe de 1 million d'euros dédiée, qui se résume en travaux de voirie, travaux divers des bâtiments, travaux dans les écoles, enfin des travaux, on va dire, relativement classiques. Concernant et puis on va finaliser aussi les opérations en cours, à savoir les cours d'école et quelques travaux déjà engagés. Concernant les grands projets urbains, donc là, il n'y a pas d'inscription budgétaire de prévu, dans la mesure où, concernant le projet Montgolfier, il y a un PUP qui a été signé par la mairie, les autres n'ont pas été signés, et ces PUP prévoyant une entrée en vigueur à la date de signature effective des actes d'acquisition. À date, on n'a pas de fait générateur permettant d'inscrire les recettes et on n'a pas d'engagement sur les dépenses à faire, les travaux de voirie à réaliser. Donc, il n'y a pas d'inscription et ça sera au prochain d'assurer le financement de ces projets. Quant à notre trajectoire en matière de dette, on est sur la tendance. Bon, donc on avait eu recours à un emprunt en 2023 pour financer les éclairages publics. Il n'y a pas eu de recours à de nouveaux emprunts. On est sur une trajectoire à la baisse puisqu'on aura des lignes d'emprunt qui vont s'éteindre assez rapidement, ce qui nous permet d'avoir une capacité d'autofinancement, enfin de remboursement de 2 ans et demi. Voilà ce qu'on peut dire sur ce... Merci beaucoup Géraldine pour cet exposé synthétique mais toutefois complet et qui nous permet de lancer les commentaires, les débats pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Oui, j'ai besoin d'un éclaircissement sur les frais de personnel. Entre le début de la mandature et aujourd'hui, on est à plus 29,4% d'augmentation des frais de fonctionnement, des charges de personnel, alors que pendant la même période, le point d'indice des fonctionnaires qui sert justement à calculer les salaires des employés municipaux n'a augmenté que de 5,1%. Donc je voudrais comprendre pourquoi on est passé à 22,4 et que ça promet sur la prévision de 2026 34% d'augmentation. Christophe, tu veux... Oui, ça marche. Donc effectivement, si on compare les... Excuse-moi, pour 3 salariés en plus, simplement. 4,7 même, en temps plein. Donc, on est passé de 90 à 94,7. Ce qu'on compare les chiffres d'affaires 2020 à 2025, donc qui était 3,7 millions à 4,7 millions, puisqu'on compare les comptes administratifs, autrement on ne peut pas mélanger les deux, hein, le budget primitif et le compte administratif. Donc effectivement, la dynamique réelle est d'environ 27% de hausse. C'est globalement comparable à Gallimard, qui est notre voisin, hein, qui ont fait 29%, et les raisons sont à peu près les mêmes. Donc, à part ce qu'on ne maîtrise pas, donc tu en as parlé, c'est-à-dire le dégel du point d'indice qui est passé de 3,5 en 2022, plus 1,5 en 2023, les mesures catégorielles, l'attribution de 5 points d'indice majorés à tous les agents au 1er janvier 2024. Ensuite, on a effectivement la hausse de la CRNACL, la Caisse des retraites, qui est une hausse importante, puisque c'était 12 points qui étaient prévus sur 4 ans. Ils ont ramené ça à 3 ans. Et puis, on a toujours le glissement de la vieillesse technicité. Donc ça, c'est classique.
Donc ces éléments-là, on ne les maîtrise pas, puisqu'elles viennent du gouvernement. Nous, ce qu'on peut maîtriser, c'est la garantie du service public et la qualité du service public qu'on veut offrir. Donc essentiellement, les hausses viennent du centre aéré, de la petite enfance, voilà, de tout ce qu'on offre, jeunesse et sport également, donc tout ce qu'on essaye de maintenir et d'offrir pour ne pas couper des services, puisque par exemple à la crèche, si on n'embauche pas, on coupe des services. Hein. Donc l'essentiel, la très forte majorité des embauches a été faite là, sachant que c'est des embauches qui sont compliquées, puisqu'il faut également séduire, entre guillemets, les gens qui viennent. Il y a beaucoup de turnover sur ces métiers, donc c'est des métiers en souffrance, on le sait, donc c'est essentiellement là, plus ce que je viens de dire. Par contre, on a challengé les départs en retraite également, on en a eu, on en a encore qui viennent. Bon, s'il est nécessaire de ne pas renouveler les postes, on ne les renouvelle pas. Bon, après, c'est un fonctionnement normal et une augmentation normale. Voilà, en fonction de ce qu'on nous transfère également. Donc, Alors, j'ai quand même une question parce que j'ai comparé compte à compte. Et autant sur les rémunérations générales, il y a une augmentation de 8% entre 2025 et 2020. Par contre, sur les primes exceptionnelles, c'est plus 140%. Donc, ok, c'est comparable à Gali, mais moi, je répondrai que la misère des autres m'importe peu. Et on a quand même du mal à comprendre comment les primes exceptionnelles ont fait un bond de 140%. Ça, j'avais compris que la misère des autres n'importait peu. Par contre, les 140%, Walid, je ne sais pas, je ne les connais pas. Walid, j'ai comparé compte à compte les comptes de classe 6, enfin 641. C'est le RIF 7 ? Les primes, c'est essentiellement la mise en place du dispositif, alors je le prononcerai mal, c'est RIF7. RIF7, donc avec une prime de suggestion, c'est comment ça dirait, suggestion forfaitaire liée finalement à la réalisation du travail par les personnes. Et donc il y a une part variable qu'on appelle le CIA et il y a une part fixe qui est l'indemnité de suggestion forfaitaire annuelle, IFCE. Donc c'est un dispositif qu'on a voté d'ailleurs, on a eu plusieurs délibérations qui a été voté et qui c'est un dispositif qui est également imposé aux collectivités locales, puisque c'est un dispositif qui est venu de la fonction publique, d'abord transposé à l'État, puis après aux collectivités locales. Merci beaucoup Géraldine. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce ROB ? Alors, oui, moi j'ai une question sur le projet Montgolfier. Donc a priori, je comprends que d'après ce qu'a dit Géraldine, rien n'était inscrit au niveau des dépenses en 2026. Donc ma question est pourquoi s'être précipité à signer un permis de construire début août si globalement en 2026 il ne se passe rien et qu'a priori il n'y a pas l'acte officiel de vente du terrain? Alors, je vais répondre. On a signé un permis parce qu'il est dans la logique de ce qu'on a toujours présenté depuis 10 ans maintenant, c'est-à-dire la création de ce quartier. Donc, on ne va pas s'arrêter maintenant. Ce qui se fait dans le cadre du DOB, Géraldine l'a très bien dit, c'est que ce DOB, on est dans une année d'élection, donc il n'a pas de vocation à avoir d'ambition sur les projets de la ville, puisque les projets de la ville seront ceux qui seront mis en place par les équipes que les Noiséens désigneront. Donc soit ils désignent une continuité dans ces projets, soit ils ne désignent pas de continuité dans ces projets, et l'équipe qui viendra aura tout à fait le loisir de ne pas poursuivre ces projets. Mais c'est tout à fait logique qu'en période d'élection, il n'y ait pas d'ambition en ce qui concerne les projets, puisque
la nouvelle équipe va arriver en mars et il faut bien respecter le choix. Pour autant, j'ai souhaité, comme Géraldine l'a dit aussi, qu'il y ait une ambition, parce qu'on le voit bien au terme de ce qui se passe aujourd'hui. Normalement, demain, à l'Assemblée, il y a le vote du PLFSS, à suivre la semaine prochaine le vote du budget. On est dans une période qui est extrêmement incertaine et trouble, et donc dans ces conditions-là, j'ai souhaité que l'on puisse afficher une ambition de contenir ces dépenses de fonctionnement pour avoir une capacité de financement et d'autofinancement proche du million. Alors nos successeurs, je l'espère, reverront un jour le dilico qu'on a versé cette année. Je ne mettrai pas ma main au feu, mais ça viendra contribuer. En tout cas, voilà la réponse à la question. Il n'y a pas, bien sûr, on va dans le cadre de ce budget voter des budgets d'investissement qui concernent des choses pour le courant ou pour des projets tels que la végétalisation des cours, puisque là, il faut avancer, puisque ces projets-là doivent se faire pendant les vacances d'été. Mais pour ce qui concerne les projets urbains, rien n'est inscrit, puisque ça sera aux futures équipes de poursuivre ou de ne pas poursuivre ces projets. Est-ce qu'il y a d'autres... J'ai un dernier commentaire oui. sur la navette. Donc Géraldine a indiqué que c'était soumis à une procédure de marché public. Oui. C'est-à-dire que là, la dépense est inscrite, mais elle est certaine ou pas en fait? C'est signé, pas signé, c'est conditionnel? Non, ça aussi, doit faire... Il y a eu une réunion à laquelle tu as participé, dans laquelle la société est venue présenter ce projet. Il doit bien évidemment faire l'objet d'une consultation officielle, et une fois que tout ça aura été validé, eh bien oui, bien sûr, on va lancer cette expérimentation dans les chiffres que Géraldine a indiqués. Donc tu imposes à la nouvelle municipalité, la nouvelle équipe municipale, je n'impose rien. Je ne fais que respecter un engagement que j'ai pris en 2020. C'était d'ailleurs que tu avais pris déjà en 2014. Donc on n'était plus à 6 mois voilà, près. donc en 2014. Donc tu fais bien de le dire. Donc on n'était pas à 6 mois près. Donc de finaliser, et pour le coup, on ne pourra pas me reprocher de ne pas l'avoir fait. Donc, et non seulement, c'est pas parce que j'ai envie de le faire, c'est simplement que j'ai pris l'engagement de le faire, et que non seulement j'ai pris l'engagement de le faire, mais je suis persuadé que ça correspond à un besoin précis de notre population, notamment tout ce qui concerne le dernier kilomètre, se rendre à la gare, aller chez le médecin, faire un certain nombre de choses qui aujourd'hui des besoins qui sont importants à couvrir. Donc, et je pense que tu es d'accord aussi là-dessus, puisque il me semble que ça faisait partie aussi de votre programme. Donc on est tous d'accord là-dessus. Pas tout à fait dans les mêmes termes, bien sûr, mais voilà. Donc oui, ce projet ira à son terme. En tout cas, je respecterai l'engagement que j'ai pris en 2020. S'il n'y a pas d'autres commentaires sur ce ROB, je vous propose donc de procéder à son adoption. Qui est contre? 4 contre. Qui s'abstient? Je vous remercie. Et donc, on passe à la délibération suivante qui concerne donc la révision dont a parlé Géraldine de l'attribution de compensation. Oui, donc je te laisse la parole. On en a déjà un petit peu parlé. Donc, dans le cadre du retour incitatif de la croissance fiscale intercommunale, Noisy-le-Roi pouvait bénéficier de 250 379 €. Cette compensation, elle est faite par une prise en charge du SPIC à hauteur de 140 000 €. Et le solde, donc ça sera 109 900 €. Donc là, initialement, ça devait être versé en fonds de concours, et cette année, enfin en 2026, pardon, ça sera versé en fonctionnement au titre d'une révision exceptionnelle de l'attribution de compensation. Donc la délibération consiste à demander, enfin à acter
le principe de la majoration exceptionnelle de l'attribution de compensation à hauteur de 109 900 € et pour les années suivantes, sauf nouvelle décision de la part de BGP, l'attribution de compensation reviendra à 118 732 €. Merci beaucoup Géraldine pour cette révision que tu nous as doublement décrite. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Nous en avons terminé avec les délibérations financières et donc je vais demander à Christophe de bien vouloir nous parler un peu de ce qui s'est passé au C pendant l'année 2024. Oui, en résumé, parce qu'il y a beaucoup de pages, mais bon. Donc le C, c'est le syndicat d'énergie des Yvelines, 78. Donc il a plusieurs rôles et plusieurs fonctions. Il concerne un peu plus de 200 communes sur le côté électrique et à peu près 95 communes sur la partie gaz. Donc son intérêt principal est de mutualiser et d'être un gros client sur les marchés et donc d'avoir des prix favorables. Nous avions la semaine dernière les accords cadres qui préparent les marchés subséquents de début d'année prochaine et qui permettent d'acheter sur le cours de la bourse. C'est donc un domaine d'expertise puisque ce sont carrément des traders qui permettent l'achat sur les marchés de ces molécules. Donc des molécules qui sont très volatiles. Donc il y a donc un contrôle de concession pour l'électricité, pour Enedis et pour le gaz, pour GRDF. Donc ça, c'est un contrôle qui est exercé par le CEI, qui permet déjà de vérifier la qualité de la haute tension pour l'électricité notamment, et puis de vérifier aussi les incidents réseau, et donc de faire un PPI en conséquence. 2024, c'était la fin du PPI, et donc il fallait préparer celui de 2025 à 2029, puisque c'est le moment avec Enedis notamment de revoir les causes des incidents. Et il y en a toujours, de moins en moins, mais il y en a toujours. Alors nous, on a la chance d'être dans les Yvelines, dans le coin des Yvelines, où il y a le moins d'incidents, puisque beaucoup de nos lignes sont enfouies, et ce qui est moins le cas sur le sud et l'ouest du département, où il y a plus d'incidents, notamment sur Montfort-l'Amaury, qui sont des zones accidentogènes. Donc ces zones accidentogènes, évidemment, on essaye de les traiter avec Enedis. Et il faut aussi aligner, donc le CEI fait aussi cette jonction entre les communes et les collectivités et les fournisseurs, de manière à pouvoir planifier les travaux et exécuter les travaux. Donc, je vous l'ai dit, on fait effectivement les achats groupés. Donc ça a permis en 2024 d'avoir un mégawattheure qui était à 133 € hors taxe. Donc pour rappel, en novembre 2022, il était à près de 500 €. Donc là, c'était vraiment compliqué. Tout le monde a payé les pots cassés. On s'en est mieux sorti, nous, puisqu'on avait à ce moment-là l'AREN, si vous vous rappelez, qui est l'accès régulé à l'énergie nucléaire. Excuse-moi, Christophe, oui. 133, c'est pour quelle année? C'est l'année 2024. Pour 2025, alors c'est moyen et c'est, voilà, ça à prendre avec des pincettes, mais c'est aux alentours de 80 €. Parce que l'année n'est pas finie, c'est vraiment très volatile, comme marché, ça bouge beaucoup. Donc là, en 2024, effectivement, ça faisait 66 € de baisse sur le prix du mégawattheure par rapport à 2023, mais qui était une année exceptionnelle, quand même, enfin exceptionnelle par le coût. Et donc, c'est vrai qu'on avait 45% de garantie avec l'AREN, ce qui nous a permis d'amortir
quand même les coûts globaux, puisqu'il y en a qui ont eu des coûts bien plus importants. Sur les achats groupés de gaz, on se retrouve là aussi avec une baisse de 18% entre 2023 et 2024 sur le prix de la molécule. Actuellement, on va dire 2025, on est sur une trentaine d'euros à peu près pour la molécule de gaz. Alors, à contrario, le gaz est quand même, en tout cas chez les gens qui vont l'utiliser, plutôt tendance à disparaître, parce que vous avez le coût de la molécule, mais vous avez surtout le coût de l'acheminement et des taxes. Et alors ça, c'est en train de monter fortement, notamment sur le gaz. C'est moins vrai sur l'électricité, notamment avec les certificats d'économie d'énergie, les C2E. Qui vont l'année prochaine impacter fortement le prix du gaz. On voit que la molécule baisse, mais les taxes, elles montent. Là, en 2025, on est à plus de 100 euros ou 125 euros du mégawattheure. Vous voyez, on était à 92 en 2024, donc ça monte fortement. Donc ensuite, effectivement, il y a les C2E. Donc les C2E, c'est le dispositif de certificat d'économie d'énergie. Et c'est donc un levier financier qui est destiné à favoriser les investissements en matière d'efficacité énergétique. Donc 95 communes ont signé avec le CEI, et donc le CEI aide à monter ces C2E parce que c'est des dossiers qui sont assez complexes et beaucoup de communes dans le CEI sont des petites communes. Donc ils n'ont pas les moyens de faire ça. Donc ça leur permet effectivement de bénéficier en retour de possibilités d'investissement. Une autre fonction du CEI, puisque ça c'est vraiment la partie centrale, c'est de développer tout ce qui est énergie environnementale et renouvelable. Donc une partie est partie sur les centrales solaires. En 2024, on a inauguré celle de Poissy, qui était la première. Donc là, c'est à côté d'un gymnase. C'est une ombrière. Elle est sur, et effectivement, elle permet d'économiser quand même près de 60 tonnes par an de CO2, tout en produisant 250 000 kWh par an. Le tarif de quoi? L'électricité? Le tarif, c'est injecté dans une partie est injectée dans l'énergie verte et donc revendue à Enedis. Parce que comme on ne peut pas le stocker, cette fameuse électricité, c'est le problème de l'électricité. Et une autre partie va chauffer les bâtiments sur Poissy. Donc ils ont plusieurs bâtiments, plusieurs gymnases, écoles, etc. 23 bâtiments. Donc le coût de... Je ne connais pas le coût à l'unité du mégawattheure, mais je pense qu'on doit pouvoir le trouver. Ouais, mais je le connais pas. On en a une autre qui, en 2025, va être faite à Rambouillet. Elle est sur toiture. Donc, c'est deux possibilités, c'est ou ombrière ou toiture. Sachant que tout ça va dépendre aussi de l'énergie verte et du financement de la région qui finance 50% des investissements. Et je ne suis pas sûr que la région continue. Mais ça, on verra. Elle se recentre sur ses compétences comme les autres. Donc, à suivre, j'espère qu'on pourra, parce que c'était une bonne solution. On a également donc les réseaux de chaleur et de froid. Donc les réseaux de chaleur, là, on a des aides financières qu'on donne dans le cadre en faveur de la transition énergétique. Donc c'est un soutien financier aux communes adhérentes ayant transféré leurs compétences. Donc ça peut atteindre 4 000 €, qui couvre 70% à peu près du montant hors taxe des études de faisabilité ou des travaux réalisés en lien avec les productions d'énergie verte, qui seront issus de la géothermie ou de la biomasse. Pour les villes que vous connaissez, les 5 qui fonctionnent sur la géothermie,
Là, c'est un peu particulier puisque le CEI possède 5% des parts, entre guillemets, du projet. Donc là, on attend. On a une réunion bientôt, je crois, Guy. Et donc le tarif pour le Chénet, ça va être combien? On le saura quand pas encore, la DSP aura été attribuée, puisque c'est elle qui donne le... Pour le premier forage, c'est en 2026, donc le tarif doit être Non, le tarif, il sera connu lorsque pour la nouvelle DSP, pour le projet des 5 communes, le tarif, il sera connu lorsque la DSP aura été attribuée. Voilà. Et donc... Ah, par l'I2. Par l'I2, je ne sais pas, c'est combien? Ouais. C'est pas Verdi, c'est l'autre, c'est, je ne sais pas comment il s'appelle. Ouais. C'est aux alentours de 100 €, mais on n'a pas un prix arrêté. Ouais. Alors le CEN n'est actionnaire que sur la partie Verdi. Il n'est pas actionnaire sur la partie Chénet. Puisque ce n'est pas notre syndicat, le Chénet. C'est le CIGEF. Donc... Oui, ben oui. Ok. Alors, tu as d'autres choses à nous... Oui, on termine par les bornes électriques, puisque on a dépassé les 300 bornes installées, donc ça fait elles sont pratiquement toutes doubles, donc ça fait à peu près 600 possibilités de se connecter. Donc il y a 8800 abonnés, c'est ma borne. On a 85 600 transactions. Sur Noisy, on a 3 stations qui sont implantées, dont celle de la mairie qui est celle qui fonctionne le plus, qui a le plus de connexions. Donc il va être prévu d'en installer 2 autres à la place de la ferme du Chenil et puis au Chanoine-Zeller. Voilà. Place du Chanoine-Zeller, de manière à alléger un peu ce centre où c'est là qu'il y a le plus de connexions. Et Colcar-Goma aussi. Le réseau est passé de 37 à 300 bornes et au-dessus, il y a marqué la 250e borne a été inaugurée à Saint-Germain. Donc cette année, on a installé 50 bornes supplémentaires pour qu'on arrive à 300 bornes. Ah oui, oui. On installe 100 bornes par an. 100 bornes par an, ok. C'est l'objectif fixé et on y arrive. Bien. Bah voilà, je crois que j'ai tout dit. Merci beaucoup. Oui. Donc du coup, si je reviens sur la géothermie, vous avez parlé de DSP. Donc concrètement, c'est signé quand et comment vont être engagées les copropriétés? Je crois qu'il y a... vas-y Guy. Vas-y. Le marché n'a toujours pas été attribué, hein, donc la signature se fera quand le marché sera attribué en début d'année prochaine. Oui, c'est en février, je crois. Oui, février, oui. Voilà. Tu parles pour le transport? Non, je parle pour la société, oui, la société de distribution, la DSP. La distribution, oui. La distribution de la géothermie, oui. Puisqu'il y a un côté la production, de l'autre la distribution. Puis les négociations commenceront quand on aura celui qui a gagné le concours. À ce moment-là, il ira négocier avec les copropriétés. Parce que pour l'instant, c'est Engie qui fait le forage. Enfin, oui, c'est Engie, je crois. Oui, c'est Engie qui fait le forage. Oui. Engie qui va se voir attribuer le transport d'ici la fin de l'année. Si en les février, informations sont il y a une DSP en cours. C'est peut-être pas Engie. Hein. Attribué ou pas attribué, si le dossier ne donne pas satisfaction, la DSP ne sera pas attribuée. Ok.
D'accord. Et donc ensuite, pour les copropriétés... Ensuite, le regagnant ira voir les copropriétés pour le vendre, chercher ses clients. Bah oui. Voilà. Mais enfin, pour le premier forage, de mémoire, si j'avais bien compris, la résidence de Parly 2 s'était engagée dans le projet. Là, vous êtes en train d'expliquer que Engie s'est engagé dans le deuxième forage sans savoir si au bout du bout, il va avoir des clients. Exactement, oui. C'est ça. Ok. C'est ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'instrument de forage est très demandé actuellement dans la région parisienne. Hein. C'est la géothermie très à la mode pour des raisons tout à fait logiques. Et si on ne ferait pas tout de suite, c'était dans 3 ans qu'il fallait imaginer pouvoir faire un forage. Donc ça n'avait pas de sens. Mais Ils ont pris ce risque. C'est l'industriel qui prend son risque. Hein. En plus, la machine vient de Houston, Texas, et elle coûte 36 millions d'euros. Donc, elle n'est pas venue pour rien, quoi. Donc, ils en profitent pour faire les forages. Ok. Bien. Merci beaucoup, Christophe, pour cette présentation synthétique des travaux du CEI sur l'année 2024. Il n'y a pas de vote lié à cette présentation. Il y a juste une prise d'acte. On prend acte de la présentation de l'activité 2024 du syndicat d'énergie des Yvelines. Merci Christophe. Et donc, tu vas garder la parole puisque on va passer sur des délibérations RH. Et donc, je te laisse les présenter. Alors, la première, c'est l'adhésion à la convention de participation de protection sociale complémentaire souscrite par le CIG Grande Couronne pour le risque santé, année 2024-2029, modification de la participation financière de la collectivité. Donc effectivement, pour le moment, nous avions 28 agents, ce qui représente un quart des effectifs, qui adhèrent à ce contrat. C'est un contrat où les catégories A bénéficiaient de 5 € de la part de la commune, 10 € pour les catégories B et 15 € pour les catégories C, ce qui faisait un budget annuel de 4 680 € par an, soit 1% de la masse salariale. La loi a revu l'obligation des employeurs et donc oblige une participation à minima de 15 €. Donc il nous fallait revoir cette participation. Alors, le plus simple aurait été de dire on passe tout le monde à 15 € et donc avec 28 agents, on se retrouvait à 5 040 €. Mais ce n'était pas la volonté des partenaires sociaux et ce n'était pas non plus la volonté de la collectivité qui était de montrer déjà un intérêt à son personnel. Deuxièmement, la prévention en amont et la meilleure prise en charge des soins permet de réduire en général les temps d'arrêt de travail et donc de faire baisser la participation statutaire qui, elle, coûte effectivement beaucoup plus cher. Et également de garder une attractivité pour les recrutements, puisque c'est quand même un élément financier qui n'est pas inintéressant pour un administratif. Donc ce forfait fixe, comme on l'a vu, ne tenait pas compte ni de la composition du foyer de l'agent, ni de son âge. Donc il a été décidé d'appliquer un pourcentage directement sur la cotisation de l'agent en fonction de la couverture qu'il aura choisie. Ce qui permet aussi d'avoir justement un choix, une formule peut-être plus chère, mais plus adaptée en fonction de l'âge de la personne et du besoin de couverture dont il bénéficie. Donc ce taux retenu est de 36%, car il couvrait la première cotisation des grilles. Si on prenait un assuré de moins de 31 ans, qui est le plus bas, sa cotisation est de 41,73 €, ce qui faisait une participation de l'employeur de 15,02 €. Donc on était dans la grille. Et à l'autre bout de la grille, un assuré, un couple avec enfants ou un assuré avec 3 enfants et aussi l'agent de plus de 51 ans, donc on est dans le cas entre guillemets le plus lourd, c'était 292,50 €, soit une participation de l'employeur de 105,30 €.
Il faut savoir que ce type d'agent n'est pas dans la commune encore, pour l'instant. Donc le coût annuel avec participation à 36 €, sans modification des contrats par les agents, aura un coût, je dis aura, ou aurait un coût, puisqu'on n'a pas encore le taux du CIG final, de 14 095 €, soit 0,3% de la masse salariale. Merci Christophe pour cette explication concernant donc le risque santé, donc la mutuelle. Et c'est vrai que c'est pas forcément un luxe que de pouvoir bénéficier d'une bonne mutuelle. Donc cette question a été également présentée au CST, oui, au tout à fait. CST. Voilà, et donc ce que tu nous expliques, c'est que le gain, la dépense différentielle est de l'ordre de 14 000 €, c'est ça? Alors, non, parce qu'elle était de 4 600. Ah oui, d'accord. Hein, donc c'est 10 000 €. 10 000 € à peu près. D'accord. S'il n'y a pas plus, si on reste sur le même nombre Si on reste sur le même nombre d'adhérents. C'est ça. Oui, c'est un minimum. C'est un minimum. Ok. C'est un minimum. Alors, il faut savoir qu'une mutuelle, pour la collectivité, ce qui n'est plus trop le cas maintenant dans l'éducation nationale, n'est pas obligatoire. Donc, ça peut être le conjoint, ça peut être... voilà. Elle le devient, ouais. Mais je pense que dans l'éducation nationale, elle le devient. obligatoire dans la fonction publique d'État. Ouais. Depuis, donc ça se met en place progressivement, mais c'est obligatoire dans la fonction publique d'État depuis 3 ans. Donc, L'obligatoire pour tout employeur privé également. Oui, depuis longtemps. Ouais, là, ça fait... Depuis longtemps. Bien, est-ce qu'il y a des commentaires? En commission finance, il a été noté qu'il y avait quand même un dérapage sur les frais de personnel et que globalement, même si c'était une bonne mesure, il était important d'avoir une vision sur la maîtrise des dépenses de personnel et on ne l'a pas vraiment perçu en commission finance. La vision là, puisque la vision c'est 10 000 € de gains supplémentaires. Donc après, oui, d'accord, et c'est aussi après, 37% d'augmentation des charges. Après, on se positionne pour ou contre. C'est le libre choix de tout conseiller municipal de pouvoir apprécier et donner son appréciation et son avis sur l'abondement, en fait, puisqu'il s'agit de ça, de l'employeur sur les questions de mutuelle. Moi, j'ai eu la chance, moi, dans le privé, d'avoir un employeur qui abondait de façon positive. Donc, je trouve ça fait partie, comme le disait Christophe, alors évidemment, il faut toujours maîtriser ces dépenses-là. Moi, je pense que c'est important pour un employeur de veiller à ce que les agents ou ses salariés aient une bonne couverture de mutuelle. Ça me paraît important. S'il n'y a pas d'autres... Pardon, je voudrais juste une fois une coutume, je voudrais juste intervenir parce qu'en fait, c'est vrai que on voit dans le ROB que l'objectif de baisse des dépenses de fonctionnement est de 2%. On constate effectivement que les dépenses de personnel représentent à peu près 50% des dépenses. Donc c'est vrai que cette mesure, et que moi aussi j'approuve dans le fond comme toi, parce que je trouve que le remboursement des mutuelles par l'employeur ça fait longtemps que ça existe dans le privé et que ça devrait exister dans le public, et Dieu sait que voilà, ça doit exister depuis longtemps. Pour autant, cette mesure ne va pas dans le sens d'une baisse des dépenses de personnel, malheureusement. Et donc moi, à ce titre, moi je peux pas l'approuver, parce que je pense que le risque la prochaine mandature, ça sera justement la maîtrise des dépenses de fonctionnement, et notamment sur le personnel, parce que ça représente 50% des dépenses. Voilà. Merci Cyril de ton intervention. Et je partage comme toi cette nécessité de réduire nos dépenses de fonctionnement. Il y a des plus, il y a des moins. Là, aujourd'hui, c'est une dépense complémentaire qui vous est proposée. Mais je pense il est, de mon point de vue, important de pouvoir la voter.
S'il n'y a pas d'autres questions, je mets aux voix. Qui est contre? Donc j'ai 2 contre, 3 contre. 3. Magali, qui s'abstient? Une abstention. Abstention, Géraldine. Armel et Géraldine. À l'adhésion à procédure de renégociation du contrat groupe d'assurance du CIG pour Christophe. Oui, donc il y a toujours 639 collectivités et 44 000 agents. Ça n'a pas changé. Donc l'intérêt quand même de passer par le CIG, c'est d'avoir une procédure qui est sécurisée juridiquement, puisque ça permet à la collectivité d'accéder à une solution assurantielle qui est vraiment clé en main. C'est un pilotage en même temps financier étroit des contrats groupes, et les taux de cotisation sur la durée du marché ont permis d'être conservés. Il faut savoir que seul, c'est compliqué maintenant d'avoir une assurance statutaire. Il y a des communes qui n'en ont pas, puisqu'elles ont été recalées. Donc voilà, c'est ce qu'il ne faut pas en arriver là. Aucune collectivité membre du contrat groupe n'a vu au cours des 8 dernières années son taux de cotisation augmenter pour cause de sinistralité dégradée. Donc ça, c'est important d'avoir ce jeu de mutualisation et de lissage du risque sur l'ensemble des collectivités adhérentes. Il y a aussi des prestations complémentaires comme des services associés sur l'absentéisme, pour maîtriser l'absentéisme, expertise, soutien psychologique, formation. On y a eu recours cette année. Oui, régulièrement. Donc voilà, c'est des prestations complémentaires qui sont utilisées. Donc voilà. Alors évidemment, pour le moment, on ne connaît pas encore le taux qui sera fixé, puisque ça va être fait en début d'année par le CIG. Donc je propose de se joindre à la procédure de renégociation du contrat groupe d'assurance avec le CIG et de prendre acte que les taux de cotisation lui seront soumis, bien sûr, au conseil municipal afin qu'il puisse prendre ou non la décision d'adhérer au contrat groupe d'assurance souscrit par le CIG à compter du 1er janvier 2027. Donc on aura les taux d'ici là. Merci Christophe. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Donc je vous propose donc effectivement de poursuivre avec le CIG en se joignant à cette procédure de renégociation. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, 2 délibérations à suivre qui concernent le recensement de la population communale pour 2026. Et donc, ce recensement nécessite donc que l'on puisse mobiliser un certain nombre de recenseurs pour eh bien, prendre attache avec les familles pour faire ce travail de recensement. Vous avez décrit tout ce qu'il faut, 17 emplois d'agents recenseurs à temps non complet pour la période du 15 janvier au 14 février, un mois. Voilà, avec le détail des frais et des rémunérations, sachant que donc, comme c'est donc un travail que l'on fait pour le compte de l'État et de l'INSEE, celui-ci nous rémunérera sur la base d'environ 13 000 euros. Et on aura un reste à charge de 1 000 euros, je crois. Voilà, c'est ça. OK. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Donc, je vous propose donc d'approuver cette création d'emplois vacataires pour une durée de 1 mois. C'est 17 emplois selon la description qui vous en est proposée. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et puis la deuxième délibération, elle concerne la rémunération du coordonnateur, puisqu'il faut un chef pour coordonner tout ça avec une indemnité forfaitaire de 800 euros bruts pour ce travail de coordination. Je le mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Délibération que l'on prend régulièrement, celle du tableau des effectifs. Christophe?
Oui, effectivement. Donc, il permet d'ajuster au mieux l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. Donc là, c'est essentiellement des changements de temps de travail. Donc sur un emploi, supprimer un emploi d'adjoint territorial à temps non complet, 12 heures semaine, et 2 emplois d'adjoint territorial à temps non complet, 18 heures semaine. Et de créer 2 emplois d'adjoints territoriaux animation à temps complet, donc toujours dans l'objectif de faciliter le recrutement, puisque les gens se déplacent plus facilement si on est sur un temps complet que sur un temps partiel. Voilà. Ok, ça se vote ça? Oui. Eh bien, on va le soumettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Délibération suivante, les postes éligibles au télétravail. Donc le télétravail a été instauré par délibération au moment du Covid, donc le 6 juillet 2020, donc afin de répondre aussi à l'évolution des modes de travail. Donc après 5 ans de mise en œuvre, le bilan est satisfaisant pour les agents qui en bénéficient, pour les services où il a été mis en place et pour l'environnement, puisqu'il contribue à limiter les émissions de gaz à effet de serre, puisqu'on a quand même plusieurs membres du personnel qui habitent en dehors de la ville. En 2020, 16 postes ont été ouverts au télétravail et en 2023 ont été rajoutés 3 postes. Donc évidemment, tout le monde ne peut pas bénéficier du télétravail dans la collectivité, de par la fonction qu'ils occupent. Ce télétravail n'est pas imposé, donc sauf circonstances exceptionnelles, bien entendu. Il est toujours réversible, il repose sur le volontariat et nécessite d'être accompagné, comme sur le plan managérial. Donc là, vous avez les postes qui ont été revus, donc avec les fonctions passées, les nouvelles propositions. Il n'y a pas grand-chose qui a changé, sauf un poste au service technique, je crois. Oui, voilà, un poste au service technique, d'assistante service technique. Bien, merci Christophe. Est-ce qu'il y a des questions sur le télétravail? Pas de questions, donc je vous propose donc d'approuver ce tableau qui vous est proposé des postes éligibles au télétravail. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Rémunération des heures de surveillance effectuées par les enseignants dans le cadre des activités périscolaires. Oui, alors là, c'est l'instauration du tarif de rémunération pour le grade de professeur des écoles hors classe. C'est un tarif que nous n'avions pas. Et donc, ça pouvait pénaliser les 2 enseignants que nous avons qui assurent cette surveillance de l'étude, puisque tout le reste ne sont pas des surveillants, ne sont pas des professeurs des écoles de nos écoles. Donc, afin qu'ils ne soient pas pénalisés, a été rajouté le professeur des écoles hors classe, et donc avec une heure d'études surveillée à 24,57 € et une heure de surveillance à 13,11 €. Bien, merci. Voilà, c'était essentiellement ça l'objectif. C'est les bons niveaux. Bon. Ok, eh bien, merci Christophe. Donc, je vous propose donc d'accorder ces barèmes. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et la dernière délibération de l'année, elle est pour Delphine. Non. Donc il s'agit là d'approuver le bilan annuel des cessions et des acquisitions sur l'année 2024. Donc c'est le Code général des collectivités territoriales qui prévoit ce bilan. Donc des acquisitions et des cessions opérées directement par la commune sur son territoire ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'un conventionnement
Donc c'est sur ces cessions, ces acquisitions réalisées ou sur ce qui a été autorisé dans le cadre d'une délibération. Donc le bilan comprend d'une part les acquisitions décidées par délibération en 2024 et d'autre part celles décidées par délibération des années précédentes dont le transfert de propriété est intervenu en 2024 par la réalisation des conditions suspensives. Donc, le Code général des collectivités territoriales dispose que le bilan des acquisitions et des cessions immobilières effectuées dans les communes de plus de 2000 habitants et par les établissements publics donne lieu chaque année à une délibération de l'Assemblée du Conseil municipal qui sera annexée au compte administratif. Donc, vous avez en annexe le bilan de ces acquisitions et de ces cessions. Donc, les acquisitions villes est portée au bilan une acquisition qui a été autorisée dans le cadre d'une délibération du conseil municipal en juillet 2024, donc qui était sur la rétrocession de la rue Geneviève de Galard. Et au niveau des cessions villes, donc il n'y a pas eu de cession de la ville. Et ensuite, donc, comme on a expliqué, c'était aussi de prendre en compte les acquisitions et les cessions réalisées par l'établissement public foncier d'Île-de-France, l'EPFIF, donc pour le compte de la ville. Il s'avère qu'en 2024, aucune acquisition ou cession n'a été réalisée par l'EPFIF pour le compte de la ville. Mais on a rajouté dans le cadre de cette délibération et de cette annexe la synthèse des avancements de la convention que nous avons avec l'EPFIF. On a une convention sur Chaponval et une convention sur Montgolfier. Et donc, on vous a mis en annexe le détail de la synthèse de ce qui s'est passé durant l'année 2024. Et effectivement, pour Chaponval, on a le montant de la convention d'investissement qui est de 20 millions. En 2024, était déjà engagé plus de 11 millions pour l'acquisition des terrains. Il y a des recettes qui sont indiquées sur le tableau. C'est essentiellement les loyers qui sont perçus de Hâte-Ouvert sur la zone de Chaponval. Donc voilà, ça c'est à titre indicatif. On a le solde de la convention avec l'EPFIF sur Chaponval qui est à 8 312 000. Et sur Montgolfier, là, en fait, il ne s'est rien passé. On explique juste, effectivement, que la convention d'investissement est de 10 millions sur Montgolfier, mais qu'il n'y a pas eu d'activité en 2024. Merci beaucoup, Delphine. Est-ce qu'il y a des questions ? Moi, j'ai juste un commentaire. J'avais demandé à ce que soit annexé l'ensemble des numéros de parcelles, donc savoir si ça sera fait dans le compte-rendu. Donc, vous avez reçu le compte-rendu parce que j'ai passé cette délibération en commission finances. Le compte-rendu a été diffusé aujourd'hui en précisant que cette demande concernant les parcelles sera envoyée ultérieurement. Mais ce sera fait. Donc du coup, ça sera bien au PV du conseil municipal. Ça y est déjà au PV. Non, c'est pas celle-là. Non, on le joindra au PV du conseil municipal. Très bien. Merci. Merci Delphine. Il n'y a pas de vote, c'est une présentation. Il y avait quelques questions de Magali, mais alors là, pour le coup... Et si, oui. Attends, pardon, j'avais juste aussi une demande, c'est donc d'avoir l'historique du patrimoine de la commune à fin 2025, comme on l'avait déjà demandé en 2021 ou 2022, c'est avoir le patrimoine de la commune à fin 2025. Oui, le patrimoine, il est joint à chaque compte administratif. Non, pas tout à fait. Bien. Alors, il y avait d'habitude c'est des questions, mais là c'est pas des questions, il y a des comptes rendus, mais moi désolé, je fais pas de compte rendu des choses. Alors CCE aérodrome, donc on en a parlé tout à l'heure, donc tu as posé la question concernant le bruit aérien. RATP, on en a parlé également. Véhicules autonomes, on en a parlé aussi.
Commentaire de Noisy-le-Roi sur le PLU de Bailly. Donc le PLU de Bailly n'est pas arrêté, mais on prendra... Il y a eu la réunion des PPA, donc il y a eu une réunion des PPA. Noisy et PPA, donc je voulais savoir quels étaient les commentaires qu'avait fait Noisy pour le PLU de Bailly. La réunion des PPA, elle est là pour que le maire puisse indiquer au PPA quelles sont la philosophie du PLU qui l'engage. À ce stade-là, Noisy-le-Roi prendra une position, ou pas de position s'il n'a pas de commentaire à faire, mais il le prendra sur un projet complètement arrêté. Il n'y a pas à faire état des choses qui sont discutées en PPA ou pas. Il y a des positions officielles qui sont prises, mais sur la base d'un PLU qui sera arrêté, d'ailleurs qui sera arrêté probablement après les élections. Donc voilà. Compte rendu des résolutions présentées en conseil communautaire, c'est pareil, hein, je vais pas... il y a eu je ne sais combien de délibérations, je ne vais pas... Il y en a une concernant l'eau où il y a une augmentation de 25 centimes de Alors ça, c'est l'assainissement. la question d'après. Donc okay. Il y a une question à laquelle j'ai répondu d'ailleurs, puisque ça doit être ton association qui a fait poser la question au conseil communautaire. Et donc, tu verras la réponse que j'ai faite, mais je ne sais pas ce que c'est que ces 25 centimes d'augmentation de l'assainissement par VGP, puisque, en plus, la question m'a été posée au moment où je venais de présenter une délibération qui montrait qu'il n'y avait pas d'augmentation. Donc, je n'ai pas compris la question, c'est ce que j'ai dit. Donc, il n'y a pas eu d'augmentation depuis que Versailles Grand Parc a repris la compétence assainissement c'est-à-dire depuis 2020, il y a eu 0 centime d'augmentation. Donc 0 centime depuis 7 ans. Donc je ne comprends pas d'où vient ce chiffre. Donc il faudrait que les conseils municipaux reçoivent à la fois les ordres du jour et les comptes rendus. Il y a une note, et d'ailleurs, moi je félicite à chaque fois le service de cycle de l'eau de Versailles Grand Parc, parce qu'il y a une note liminaire vraiment qui fait 5 pages, hein, et qui est très, à la fois très détaillée mais très synthétique pour éviter d'embrouiller tout le monde. Donc je t'invite à prendre connaissance de cette note. Il y a eu 0 augmentation. 0. C'était M. Vattel qui a présenté au conseil communautaire précédent l'augmentation effectivement des 0,25 centimes supplémentaires. Non, il y a pas de. Donc j'ai présenté une délibération sur la. Je l'ai là, hein, je peux te la montrer. Alors, je ne sais plus où elle est. Je l'ai là, je l'ai montré. Donc il y a un tableau. Il y a un tableau qui montre pour toutes les communes, pour les 14 communes, et qui montre là d'ailleurs ici Noisy-le-Roi 0,4438. Taux applicable depuis 2019. Donc il n'y a pas d'augmentation. Donc il faudra revoir peut-être ta question de façon plus précise. Moi, je n'ai pas de problème à répondre aux questions, mais il faut qu'elles soient bien posées, parce que sinon, voilà. Hein. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui. 2 remarques, même si tu aimes bien quand on voit les questions, mais là, elles sont récentes. Pourquoi le bâtiment, l'hôtel des Portugais, il reste un morceau qui n'est pas abattu? Il reste un bout. Alors Lisbonne, je sais pas. Il reste un bout. Des Portugais, mais désolé à la communauté. Lisbonne. Oui, Lisbonne. Pourquoi il reste un morceau? L'hôtel de Lisbonne est devenu la tour de Lisbonne. En fait, c'est parce qu'on a découvert donc une conduite de gaz et qui impose de la part de nos amis c'est Engie, je pense, qu'ils règlent le problème, quoi. Oui, en fait, il y a une conduite de gaz qui est mi-département, mi sur la ville. Alors bon, du coup, il fallait un arrangement. Cet arrangement a été pris. Donc là, normalement, cette semaine ou sous 10 jours maximum, ils vont pouvoir finir ce qu'ils ont commencé, la déconstruction complète.
Ma deuxième question concerne le chantier 72 rue André Le Bourblanc. Tu as reçu 2 mails te demandant des... J'ai pas reçu de mail, moi, mais bah, ou en tout cas, ils ah non, n'ont c'est- pas été traités par moi. En fait, Mais c'est monsieur qui a reçu les mails, Stéphane Moreau. Donc du coup, il y a quand même un panneau, je suppose que c'est l'entrepreneur qui a mis ça. Piéton fait demi-tour, passage piéton à 50 mètres. oui, ils ont fait n'importe quoi. Voilà. Ils ont fait n'importe quoi. Et, Donc on a réagi. Ouais, Ça a été. Ils rigolent, mais les riverains ils rigolaient pas. Oui. Hein. Donc on a convoqué donc la société pour que les choses soient reprises le plus rapidement possible. Elles sont en train d'être prises là. Marc, est-ce que tu peux... Ils sont en train de casser ce qui a été coulé la semaine dernière, c'est-à-dire l'espèce de dalle de béton. Ils sont en train de casser ça au marteau-piqueur. Donc, Ah oui, ça va. je leur ai demandé de prendre un peu plus de précaution, au moins de mettre un paravent devant pour éviter que ça aille sur les voitures qui passent, parce que ça y va à tout berzingue. Donc voilà, Antoine doit aller les voir demain pour mettre ça au clair. Non, c'est vraiment, c'est fait n'importe comment. Ils vont casser la dalle qui coupe la piste cyclable, ou ils vont la garder celle-là? Non, c'est la dalle qui est sur les la dalle, parkings elle est de le l'autre long côté. de- Elle est de de l'autre côté, AMS la et de la dalle. coiffeuse. D'accord. Parce qu'il y a des gens qui se garent là aussi, du coup, ça bloque toute la circulation dans la rue. Donc il n'y a pas d'interdiction de, Ah oui, il y a pas de se garer là. d'interdiction, ils ont rien mis, ils ont Voilà, pas donc mis il de manque, barrière, il manque plein de choses. Oui. Non, mais je suis d'accord avec toi, c'est ni fait ni à faire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, oui. Oui. Je te remets ma lettre de démission, tout simplement. D'accord. Eh ben, En écoute. date donc de cette fin de conseil municipal, donc en date de demain. Ok. Eh ben, écoute, tu me l'apprends. Je sais pas quoi te dire. En tout cas, en profiter pour te remercier pour le travail que tu fais depuis 2 mandatures. Depuis 2 mandatures, oui. Au sein du conseil municipal. Tu as toujours été présente et active. Donc, merci. Et donc, ok, d'accord. Donc, je te remettrai voilà, le petit courrier. Puis moi aussi, je remercie. Puis je remercie les électeurs qui ont fait confiance pour ces 2 mandatures. Mon objectif a été toujours de travailler pour le bien de Noisy, pour l'intérêt général et pour aucune ambition personnelle politique. Donc, merci, j'ai pu contribuer à l'apport de certaines idées et surtout, ma satisfaction, c'est de t'avoir fait rencontrer les délégataires de l'UNICEF. Oui, tout à fait. Et d'avoir pu faire en sorte que Noisy-le-Roi soit maintenant ville amie des enfants, et le dossier a été quand même relativement lourd à monter. Donc voilà, si ça fait. Tu as raison de le rappeler, merci pour. De mes contributions. Et je souhaite le meilleur pour Noisy, pour la future mandature, qu'elle aille vers une collaboration de plus en plus avec tous les élus, y compris l'opposition. Voilà, pour la future prochaine opposition. Et l'opposition qui doit faire son rôle, tout simplement. Et je terminerai simplement en ayant fait mienne une devise de Clémenceau, qui, voilà, je vous laisse y réfléchir. En tout cas, moi, c'est ce que je pratique dans la vie et ce que j'ai essayé de faire pendant toute la mandature. C'est pas facile. Des fois, on se fait pas vraiment des amis. Donc, tout simplement, il faut savoir ce que l'on veut. Quand on le sait, il faut avoir le courage de le dire. Quand on le dit, il faut avoir le courage de le faire. Belle citation de Clémenceau. Merci Catherine. Et tu as raison de rappeler, ta proximité avec l'UNICEF a permis que nous démarrions ce beau label de ville amie des enfants. Et bon vent à toi. Et j'en profite pour souhaiter à tous. un bon Noël et de joyeuses fêtes à toutes et à tous. Merci.
prenez date pour le 9 février, puisque c'est la date de notre prochain conseil municipal. Pardon ? Et dernier de la mandature, si je le décide. Voilà. Parce que c'est moi qui convoque le conseil. Mais probablement, tu as raison, Michel. Allez.